Oui, je repars d'un point que vous venez d'évoquer à l'instant, la liste HSBC. On parle bien de la liste HSBC de 2009, c'est bien de celle-là qu'il s'agit, hein. Oui, D'accord. Donc c'est arrivé chez vous dans vos services pour un oui. traitement. Quelle gestion? Enfin, expliquez-nous un peu en détail comment c'est arrivé chez vous et ce que vous en faites, parce que bon, elle est très médiatisée depuis des années. Elle reste un peu mystérieuse, nébuleuse. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et je ne pourrais pas vous en raconter toute l'histoire, malheureusement. J'imagine, mais bon. Cette liste est arrivée entre les mains des services fiscaux à Bercy. Donc là, tout ce qui est avant, je ne l'ai suivi comme vous qu'à travers la relation qui en a été faite par la presse ou par des gens informés. Et Bercy a extrait de cette liste un certain nombre de dossiers qui, après avis de la CIF, nous ont été transmis pour enquête à la BNRDF. Encore une fois, je répète un petit peu, mais avant la BNRDF, avant la création de cette unité, qui a cette caractéristique qu'elle utilise des pouvoirs de police judiciaire pour l'enquête, les services fiscaux n'avaient que leurs pouvoirs à eux, qui sont essentiellement des pouvoirs de vérification sur déclaration, et qui n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs coercitifs et intrusifs que ceux de la police judiciaire. Et donc, on a estimé que ces dossiers, en tous les cas ceux-là, relevaient d'une fraude fiscale complexe ou posaient des difficultés pour aboutir en juridiction telles qu'il fallait saisir cette nouvelle unité avec ses moyens spécifiques. Et donc, c'est comme ça que nous avons été saisis de dossiers qui nous sont arrivés, encore une fois, de la DGFiP après avis de la CIF et avec l'autorité judiciaire. Donc, nous enquêtons sur ces dossiers. Tout compris aujourd'hui, nous avons saisi, pas seulement sur ces dossiers, mais vous l'avez compris, c'est la grosse partie de la saisie BNRDF actuelle. On a quand même saisi 25 millions d'euros, sont d'ores et déjà saisis dans ces affaires, 25 millions d'euros. Et le montant, j'ai fait estimer le montant, l'enjeu fiscal est d'environ 250 millions d'euros de droits fraudés. Voilà. Pour les dossiers qui nous ont été confiés, 250 millions d'euros de droits fraudés, 25 millions d'euros d'ores et déjà saisis, et naturellement, nous allons arriver en juridiction, là, très prochainement. Si ce n'est pas à la fin de ce mois, ce sera tout début septembre, je pense, avec les premiers cas HSBC en jugement. Et donc pour aller jusqu'au bout, la liste va être traitée dans sa totalité. Est-ce qu'une échéance est fixée, un calendrier? Enfin, quelle est la suite du processus, si vous en avez connaissance? Alors, moi, je n'ai pas, encore une fois, je ne suis pas saisi de l'ensemble de la liste. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va devenir des noms qui ne nous seront pas communiqués ou des dossiers qui ne nous seront pas confiés. Ça, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Mais tous les cas qui nous sont donnés seront instruits. Et notre but, qui est un but de police judiciaire classique, hein, nonobstant la liste HSBC, c'est d'aller en juridiction et d'obtenir des condamnations pénales contre les fraudeurs, avec évidemment le redressement fiscal qui s'impose, les pénalités qui s'imposent et le retour de l'argent dans les caisses de l'État. Alors pour élargir un peu le propos, vous savez que notre commission d'enquête s'intéresse bien sûr à la thématique de l'évasion fiscale et plus spécifiquement cette fois au rôle des banques, des acteurs financiers. Est-ce que dans vos activités vous êtes amené, j'imagine que c'est le cas, mais vous me le confirmerez ou infirmerez, est-ce que vous êtes amené à avoir des liens avec les banques en tant qu'acteurs financiers, leur autorité, l'audit interne des banques en question? Est-ce que ça fait partie de votre activité ordinaire, entre guillemets, et c'est pas péjoratif dans ma bouche? De la même manière, quelles sont vos relations avec Tracfin, qui a évidemment une responsabilité importante sur ces sujets? Et troisième question un peu plus générale, est-ce qu'on peut, au vu de votre expérience, de votre connaissance, dresser une typologie des intermédiaires intervenant dans le processus de l'évasion fiscale de manière générale? Voilà, trois questions, Monsieur Petit. Bien, je vais essayer de répondre. Hein. Alors, d'abord, la relation avec les banques. C'est d'abord une relation qui se fait, j'allais dire, de façon mécanique, régulière, en termes de fonctionnement du Code de procédure pénale et d'activité de police judiciaire. C'est-à-dire que nous connaissons de l'activité des banques et des banques à travers, premièrement, les signalements Tracfin qui nous sont transmis. Tracfin
Donc les banques appartiennent aux professions assujetties à l'obligation de déclaration. Ils signalent à Tracfin. Tracfin signale à l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire nous saisit. Donc là, on a un contact évidemment avec les banques parce que très souvent, il nous faut... Excusez-moi, la saisie est automatique ou laissée à la discrétion d'une autorité quelque part ou dans ce circuit que vous décrivez? Monsieur le rapporteur, je pense que, en fait, je crois que Tracfin reçoit un grand nombre de déclarations de soupçons, un grand nombre. Je crois que c'est de l'ordre de 20 000, voire plus. Donc c'est un grand nombre. Là, j'allais dire, après le tamis, la vérification qui est faite, il y a environ un peu plus de 400-500 cas maximum qui sont transmis à l'autorité judiciaire parce que là, il y a une suspicion de fraude avérée et qui mérite une enquête judiciaire. Alors, il y a certainement des dossiers qui restent à l'administration fiscale parce qu'ils sont très simples et elle doit les traiter par elle-même. Par contre, tout ce qui amène une suspicion de fraude complexe ou non avérée qu'il faut démontrer, là, c'est un signalement à l'autorité judiciaire et l'autorité judiciaire saisit via le procureur territorialement compétent un service d'enquête et souvent les services centraux de la police judiciaire. Donc voilà en ce qui concerne la relation Tracfin-banque. Après, la relation que nous avons très classiquement avec les banques, c'est à travers les réquisitions judiciaires que nous leur adressons, sollicitant des informations sur le titulaire, le bénéficiaire économique d'un compte, sur les flux d'argent, sur les transferts, les contacts avec d'autres banques, avec l'étranger, etc. Ça, ce sont nos réquisitions judiciaires. Ces réquisitions judiciaires, elles n'appellent pas de commentaires particuliers, les banques les exécutent. On a toujours une revendication un peu récurrente. Nous voudrions que les banques répondent par voie numérique et non par voie papier. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup d'informations, et pour le traitement et l'analyse criminelle des informations, nous avons besoin de documents numérisés. Donc c'est un débat que nous avons avec les banques depuis un certain temps, de façon à ce qu'à nos réquisitions, elles répondent par voie numérique, pour permettre à nos analystes criminels de ne pas perdre de temps. Sinon, il nous faut refaire les piles papier, les remettre sur voie informatique, numérique, pour pouvoir en faire une exploitation rationnelle. Parce que certains comptes sont très importants quant au mouvement et au flux financier, et il y a des erreurs, c'est très chronophage, etc. Donc on demande vraiment ça. Je crois que depuis 2 ans, c'est en débat. C'est un sujet qui est assez important. On aimerait bien qu'un jour, ce dossier aboutisse. Alors, les banques, elles répondent à nos réquisitions. Ça, c'est pour le système français. Alors, nous avons des contacts aussi. Ça, c'est le troisième aspect. On est toujours en France, là, en vous répondant. On a aussi des contacts, évidemment, avec les services de sécurité des banques et avec les gens qui sont chargés aussi de conseiller, d'aider, de contribuer à la bonne gouvernance de la banque. Nous avons aussi régulièrement des interventions auprès des partenaires bancaires pour essayer de leur expliquer les tendances des fraudes, les tendances, notamment ce qu'on appelle les faux ordres de virement en ce moment qui frappent durement les entreprises françaises et leurs comptes en banque, pour essayer de prévenir la fraude. Voilà. Après, il y a en creux, certaines fois, des difficultés avec certains établissements dont il s'avère que, au cours de l'enquête, il s'avère que le conseiller clientèle ou une structure adossée à la banque dans la version banque privée, notamment private bank, qui est adossée à une banque, où là, effectivement, on s'aperçoit que dans le cas de fraude, quand nous enquêtons sur les fraudes, on s'aperçoit que cette structure a joué un rôle à minima de complaisance. Et voilà, et ça, c'est quelque chose de très fâcheux qui est un peu horripilant quand ça se passe dans les enquêtes. Dernière question, Président, avant de passer la parole avec votre autorisation à notre collègue qui souhaiterait poser une question. Les transmissions numériques des dossiers que vous venez d'évoquer, donc apparemment ça n'est pas encore réglé. Est-ce que ça relève d'une disposition législative ou de qui ça dépend cette décision? Non, c'est un débat qui doit être réglé entre les acteurs répressifs, les acteurs de l'État institutionnel chargés de la répression des fraudes, tout compris les infractions financières, les infractions fiscales, les carousels de TVA, les abus de biens, etc., et les banques en général. Parce que voilà. Donc les banques, pour l'instant, pour l'État, je crois que c'est un service payant
qui se fait à la page, à la feuille, etc. Et il est quand même important qu'on puisse avoir une numérisation. Non seulement ça nous coûterait moins cher, mais deuxièmement, ça nous permettrait de mettre dans nos machines, dans nos logiciels, immédiatement les données pour tout de suite commencer à trier et à travailler sur ces enquêtes. Excusez-moi, une question un peu naïve, mais s'agissant de données extrêmement sensibles parfois, même toujours, au niveau sécurité des transmissions, il n'y a pas de risque quand on voit ce qu'on entend aujourd'hui de par le monde? On peut très bien récupérer une clé. Il ne s'agit pas de la transmettre par les voies du net classique. Là, on peut se déplacer, récupérer une clé USB ou un disque, il n'y a aucun souci. Et c'est utilisé dans des logiciels qui ne sont pas connectés à l'Internet, c'est-à-dire qui n'ont pas de vie extérieure au bureau de l'analyste criminel. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre collègue Colin qui souhaite vous poser une question, puis après nous verrons. Oui, merci, monsieur le directeur, d'apporter à notre commission un certain nombre d'éléments. Nous venons de recevoir monsieur Dominique Strauss-Kahn qui a évoqué en matière de superviseurs les difficultés qui étaient ceux du secteur bancaire pour organiser un contrôle de qualité, disant que finalement il n'y avait ni les moyens ni la compétence que ces superviseurs n'avaient ni les moyens ni la compétence pour assurer parfaitement leur travail. En ce qui vous concerne, diriez-vous que vous êtes confronté à cette même difficulté? Vous avez décrit, et très bien d'ailleurs, l'organigramme, les moyens qui étaient à votre disposition, mais diriez-vous que vous manquez de moyens ou que vos agents ou inspecteurs sont suffisamment formés? Est-ce que vous avez accès à toutes les techniques les plus sophistiquées sans être abreuvé par les feuilletons télévisés? Mais on voit aujourd'hui les moyens d'investigation qui sont à disposition des enquêteurs. Et puis souvent, c'est bien connu, les voleurs ou les tricheurs vont dans leur imagination parfois plus vite que les gendarmes. On a toujours l'impression que le gendarme court après le voleur. En fait, c'est une histoire sans cesse renouvelée. En matière de dopage, c'est pareil. Alors, est-ce que vous pensez que ce délai qui vous rapproche de plus en plus du voleur, grâce aux moyens qui sont à votre disposition, se restreint et plus petit de jour en jour? Ou est-ce que vous avez, de ce point de vue-là, des moyens, des difficultés? Merci. Pour des questions d'organisation d'emploi du temps, est-ce que Mme Goulet veut poser sa question? Ça vous permettra de répondre aux deux en même temps. Enfin, en tout cas, en même temps, simultanément. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, et je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai posé ma question, mais je ne pourrais pas avoir la réponse parce que nous sommes sur la séparation des activités bancaires là-haut. J'ai des amendements à défendre en séance. On vous la transmettra. Non, je lirai le compte-rendu, Monsieur le Président. Vous savez que je suis très assidue à nos travaux. J'ai deux questions à vous poser que j'avais posées dans le cadre de la précédente commission d'enquête. Est-ce que vous trouvez que les services d'investigation et les divers bureaux en place dans les services de vérification et de contrôle sont trop dispersés? Est-ce que vous voyez une rentabilisation des services avec par exemple une meilleure communication entre Tracfin et le GAFI, entre la commission de transparence de la vie publique et Tracfin? Est-ce que vous trouvez que toute cette coordination se fait bien? Et la question un peu piège, est-ce que vous trouvez que la commission d'infraction fiscale qui est au ministère du budget constitue une étape nécessaire, ou est-ce que vous considérez que c'est une procédure exceptionnelle, voire anormale, qui retarde parfois les poursuites? Parce que le fait que, comme vous le savez mieux que moi, un certain nombre d'affaires soient obligées de traverser cette commission peut évidemment sembler un peu atypique et en tous les cas pas une procédure de droit commun. J'en aurais fini avec votre avis sur les conséquences judiciaires et surtout au niveau des quantums de peine pour l'affaire Kerviel, et sans défrayer un dossier brûlant aujourd'hui. Comment expliquez-vous le tamis de la commission des infractions fiscales dans un sens et l'absence de contrôle complet dans une affaire d'arbitrage qui défraie la chronique? Bien, merci. Je vais essayer de répondre. Alors, je vais essayer de répondre. Sur les moyens. D'abord, sur les moyens, oui. Le crime, la criminalité, parce que c'est à ça que nous sommes confrontés, la criminalité, même la criminalité financière,
Et c'est toujours d'avoir un coup d'avance et d'utiliser les failles du système au mieux pour s'approprier des sommes d'argent qui sont indues la concernant. Bon, ça c'est... Donc de tout temps, évidemment, il y a une espèce de course-poursuite qui s'engage, action-réaction, qui est un petit peu... qui est un peu courante et qui dure depuis des années. Concernant la fraude fiscale et la fraude financière d'envergure, ça existe toujours. On l'a connu pendant la fraude à la taxe carbone. On a bien vu que les malfaiteurs avaient complètement perçu immédiatement les failles dans le système législatif et la déclinaison européenne qui était faite de la taxe carbone. Et les États, dont notre pays, on a été victime à cet instant d'une prédation financière extrêmement importante. Je crois que pour la France, ça s'est monté à 1,8 milliard d'euros. L'ensemble européen doit friser au-delà des 5 milliards d'euros. Donc c'est des sommes colossales. On voit bien que ces groupes criminels ont perçu la faille, qui se sont engouffrés de temps et qu'il y a eu une prédation d'argent extrêmement importante. L'État a réagi postérieurement à ces faits en modifiant des choses très concrètes, notamment le temps de déclaration à Bluenex, la bourse qui gérait la taxe carbone, et en abolissant le système T0 qui permettait aux trafiquants d'agir très très rapidement, en modifiant aussi les registres nationaux, en étant plus sûr des registres nationaux des sociétés qui s'inscrivaient pour bénéficier de cette possibilité de commerce sur la taxe carbone, puis une réaction au niveau européen jusqu'à l'intervention d'Europol qui a déclaré, je crois que 90% des sociétés qui s'étaient inscrites sur ces registres nationaux en Europe étaient liées à la criminalité organisée et ne visaient qu'à piller, à opérer des actions de prédation sur l'argent des États européens. Bon. Donc oui, il y a toujours un temps de retard. Là, il y a un aspect prévention du crime en général qui consiste à intégrer toujours systématiquement la notion criminelle dans les actions, les textes qui sont préparés pour éviter qu'on soit en réaction. Il faut toujours prévoir que la criminalité, la grande criminalité, va essayer d'utiliser ces failles pour piller, pour faire de la prédation directe sur les caisses de l'État et des particuliers quand ils le peuvent aussi. Alors, est-ce qu'on a assez de moyens ? Je répondrai, monsieur le sénateur, que plus on a d'hommes, plus on a de matériel, plus on a d'argent, mieux on se porte, évidemment. Mais j'allais dire qu'avec nos petits bras, nos résultats sont quand même là. La BNRDF, cette Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, a des résultats extrêmement encourageants, à telle enseigne que la DGFiP, d'elle-même, avant toute affaire, avant tout débat, tout dossier, un tant soit peu polémique, avait déjà envisagé de renforcer la présence des inspecteurs des impôts dans cette unité, car elle est très rentable. Et nous-mêmes, police judiciaire, on avait envisagé de mettre aussi, si j'ose dire, au pot un certain nombre d'officiers de police judiciaire spécialisés pour monter en puissance avec cette unité. Donc on voit bien, c'est une unité qui est très prometteuse. Il n'y a pas que la Brigade nationale de répression de la délinquance financière qui joue un rôle important dans la fraude fiscale et dans le blanchiment de la fraude fiscale. Il y a aussi, et c'est vrai que l'actualité porte en avant la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et le futur office anticorruption, mais vous avez un service plus ancien dont je vous ai parlé, qui date de 1990, qui s'appelle l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, qui a une action en matière de blanchiment de fraude fiscale, de blanchiment de fonds, qui est régulière, de fond, et qui est très efficace. Donc on a eu très récemment des affaires judiciaires, et là je parle de choses objectives, vécues. On a eu des affaires où, à travers un démarrage modeste, quand je dis modeste, il n'est pas modeste en quantité et en volumétrie d'argent, mais sur la base d'un trafic international de stupéfiants, l'OCRGDF, comme je vous l'ai dit, on travaille toujours en unité mixte. On mélange les unités criminelles avec les unités financières, on mélange les personnels et on est à la double approche criminelle et financière. Eh bien, grâce à cette approche, on a découvert un réseau de blanchiment de très grande envergure qui opérait dans notre pays avec une ramification extrêmement importante en Suisse et des ramifications à Londres et dans de nombreux pays qui constituent des paradis fiscaux. Et donc là, la volumétrie d'argent découverte à l'instant T était incroyable, puisqu'à l'instant T, quand on est intervenu, il y avait dans les tuyaux en circulation environ 100 millions d'euros, ce qui est une somme considérable. Et vraisemblablement, ce réseau, à propos duquel nous enquêtons toujours, a blanchi
de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, peut-être du milliard d'euros. Et nous avons là, dans ce réseau, dans ce blanchisseur, dans cette machinerie, on a énormément d'infractions économiques et financières, des abus de biens, de la fausse facturation, on a de la fraude fiscale, on a du blanchiment de fraude fiscale. C'est-à-dire que les trafiquants et le crime se retrouvent avec des gens qui ne sont pas apparentés à des trafiquants de stupéfiants ou à des gens qui attaquent les fourgons blindés, mais ils se retrouvent à l'instant T pour mettre leur argent dans cette grande lessiveuse. Et quand vous accédez à ces lessiveuses-là, vous êtes vivement impressionné par la volumétrie, argent, et aussi par la sophistication des réseaux. Puisque là, vous avez un opérateur en Suisse qui donne des ordres à un opérateur à Londres, qui gère des comptes, je prends des comptes aux îles Tortuga. Les îles Tortuga versent de l'argent, reversent de l'argent sur des comptes en France, qui repartent à Chypre, puis ça revient dans différents pays. Et puis derrière tout ça, impalpable, invisible, vous avez des actions de compensation. C'est-à-dire que la personne qui a un compte, je vais prendre un mauvais exemple, la personne qui a un compte, qui a une société qui est une société coquille vide dans un pays comme les îles Tortuga, cette personne a adossé à cette société un compte bancaire. Ce compte bancaire va être par exemple posé en Suisse. Eh bien, il va lui être possible de déléguer les pouvoirs de mouvement du compte à un opérateur, un gestionnaire de fortune, de patrimoine, qui va opérer des compensations en liquide sur place en France, dans notre pays par exemple, et qui va prélever par compensation l'équivalent sur le compte suisse pour le reverser à d'autres. Mais à partir de là, vous avez des choses incroyables qui se passent. Vous avez par exemple la capacité de compenser avec de l'argent qui vient directement de trafic de stupéfiants. Les gens prennent de l'argent en compensation parce qu'ils ont besoin de liquidité. Ils ne peuvent pas faire venir leur argent de l'étranger. Ils ont peur d'être vus. Donc on va compenser en liquide ici en France. Mais cet argent va par exemple venir directement du trafic des stupéfiants. Directement. C'est-à-dire de la vente du cannabis ou de la cocaïne en direct. Et la personne qui va percevoir cet argent ne perçoit même pas qu'elle vient directement du trafic de stupéfiants. Et pourtant, ce faisant, elle va permettre aussi, par compensation, par ce qui va se passer en Suisse dans mon exemple, ça va permettre aussi de transférer l'argent des trafiquants par compensation. Pour faire très clair, M. Dupont a besoin de 100 000 euros. On n'est pas dans ces sommes, c'est beaucoup plus important. Mais il a besoin de 100 000 euros à Paris, son argent est en Suisse. Eh bien, les gens qui blanchissent vont lui donner 100 000 euros qui viennent de la vente des stupéfiants à Paris. La personne prend 100 000 euros. Et on sort 100 000 euros de son compte suisse pour payer le trafiquant qui, lui, ne savait pas comment ramener les 100 000 euros de France qui correspondaient à la vente des produits stupéfiants. Il ne savait pas comment les ramener. Je vais prendre là aussi des mauvais exemples, aux Pays-Bas ou au Maroc. Donc là, par contre, tout le monde est content. Le trafiquant récupère son argent sans qu'elle franchisse les frontières. La personne qui a fraudé le fisc ou qui a blanchi la recette fiscale ou qui a fait de la fausse facturation récupère 100 000 euros. Tout le monde est gagnant, oui. Y compris le blanchisseur qui prend un pourcentage au passage, mais avec l'accord des deux parties parce que c'est sans ennui pour personne. Et là, monsieur le rapporteur, nos lanceurs d'alerte, si j'ose dire institutionnels, ne voient pas toujours ces choses-là parce que c'est des choses qui échappent au circuit bancaire à proprement parler. Donc, pourquoi ça échappe au circuit bancaire? Parce que ça se fait en liquide, ces compensations, ou est-ce que ça se fait par l'intermédiaire d'une banque et de sa succursale? Monsieur le Président, ça se fait en liquide. C'est-à-dire que la personne qui fraude et qui a un compte à l'étranger, elle a le choix. Soit elle va à l'étranger franchir une frontière et ramener l'argent liquide, risqué. Soit elle fait un transfert d'argent, risqué. Tracfin peut le voir. Par contre, quand vous avez un blanchisseur au milieu qui vous remet l'argent liquide à l'endroit que vous souhaitez, vous ne risquez rien, sauf si vous faites l'objet d'une surveillance particulière, ce qui est un risque tout à fait minime. Et une fois que l'argent vous est remis, vous récupérez vos 100 000 pour acheter la voiture qui vous intéresse ou faire les travaux qui vous intéressent. Dans le même temps, cette somme qui était créditée sur votre compte en Suisse va être transférée, en accord avec vous, vers un autre compte, puisque les 100 000, vous les avez eus. Et donc à ce moment-là, ces 100 000... c'est normal. Et donc vous allez les donner, mais là, le blanchisseur, lui, sait à qui les donner.
il va les donner par exemple à un trafiquant qui opère je prends l'exemple des stupes, c'est le plus simple, mais ça joue pour la traite des êtres humains, ça joue pour le travail clandestin, ça joue pour la fraude fiscale, ça joue pour tout. Et le blanchisseur, lui, il sait que cet argent est voulu, par exemple, par quelqu'un qui trafique la cocaïne, qui est sud-américain et qui vit au Guatemala. Donc lui, il a le compte qui va bien, il a les 100 000, il les retire du compte de la personne qui a touché les 100 000, et lui, là, il fait un transfert vers un paradis. On va prendre un exemple, le Panama, et du Panama, ça ira au Guatemala auprès du trafiquant qui a vendu sa cocaïne. Et le trafiquant, lui, ne savait pas comment il allait récupérer son argent. Mais là, c'est possible qu'il récupère en plus en euros, en bonne monnaie, une somme assez conséquente. C'est un cas fréquent. Ce que vous venez de décrire, c'est extrêmement passionnant. Puisqu'on s'intéresse à la technique, à la mécanique et au montage, vous en avez décrit quelques-uns. Il y a souvent comme ça des liens entre évasion fiscale et délinquance sous toutes ses formes, ou c'est exceptionnel? C'est fréquent. Oui, parce que quand vous faites de la fraude fiscale ou du blanchiment de fraude fiscale à un certain niveau, vous êtes obligé de passer par des professionnels du blanchiment et des montages financiers complexes. Il ne faut pas oublier que pour rentrer et avoir un compte privé dans une banque, dans certaines banques, il vous faut, il y a ce qu'on appelle un droit d'entrée. C'est-à-dire, vous pouvez venir avec 100 000 euros, vous n'intéressez personne et personne ne va vous ouvrir de compte. Dans ce cas-là, on vous envoie à la banque postale, par exemple. Enfin, ça, c'est pour la boutade. Et donc, vous avez des droits d'entrée qui sont conséquents. Il y a des banques qui vous prennent qu'à partir d'1 million d'euros, beaucoup à partir de 5 millions d'euros, certaines à partir de 10 millions d'euros. Et ça, c'est écrit quelque part, ou c'est convenu comme ça, ou c'est connu que telle banque, le ticket d'entrée, c'est ça? C'est convenu, c'est une règle. Peut-être qu'au niveau à l'intérieur de la banque, au niveau de son conseil de gouvernance, on parle de banques étrangères opérant à l'étranger. Peut-être que c'est connu du conseil de gouvernance, mais en tous les cas, à l'extérieur, nous ne le savons pas. Mais le client, lui, est vite affranchi, et c'est un peu le bouche à oreille qui dit à peu près à qui s'adresser. Et très souvent, il s'agit de gens qui sont gestionnaires de patrimoine et de fortune, adossés à des banques. Oui, ces montages très complexes et frauduleux sont mis en place par qui? Des cabinets d'avocats, des gestionnaires de fortune, des banques elles-mêmes, des services de banque étrangères. Est-ce qu'on pourrait concevoir qu'un tel montage tel que vous le donnez, est-ce que vous avez déjà vu un tel montage, par exemple, par une succursale d'une banque française à l'étranger? Alors, ce que je vous dis, je m'appuie sur des faits objectivés, des faits avérés que nous avons rencontrés. Les exemples que je vous donne, sans que ce soit exactement le même pays et les mêmes montants, sont des choses qu'on rencontre dans nos enquêtes et qui sont avérées. Il y a pas, notre problème, c'est l'administration de la preuve pour aller en juridiction. En ce qui concerne les banques, on a très souvent des banques qui sont posées à l'étranger et, encore une fois, auprès desquelles sont posées des sections affaires, si vous préférez, des private banks qui bossent avec la banque principale. Et là, vous avez des desks, des comptoirs qui s'occupent, qui de l'Europe de l'Est, qui de l'Europe du Nord, qui du Proche Moyen-Orient. Voilà. Donc, les systèmes que je vous décris ne sont pas accessibles à des gens qui ne sont pas de la partie. C'est-à-dire, c'est des systèmes extrêmement sophistiqués qui intègrent nos législations et nos réglementations, qui anticipent sur les effets de ces législations et de ces réglementations et qui s'adaptent par avance aux enquêtes dont ils pourraient faire l'objet. Autrement dit, personne, à part des gens qui connaissent très bien le système bancaire ou des avocats fiscalistes, des gens dont c'est le métier, ne pourrait faire ces montages aussi sophistiqués. Parce que là, on n'est pas, dans le schéma que je vous décris, on n'est pas... je gagne de l'argent, je prends ma voiture avec une cachette aménagée et parce que je connais quelqu'un à la banque, j'ouvre un compte. Non, là, on est, nous, à la DNIF, à la Division nationale des investigations financières et surtout à l'OCRGDF, on est dans des schémas hyper complexes où on voit bien que les gens opèrent depuis la Suisse, via Londres, direction les Bahamas, puis le Panama, puis retour à Chypre. Et ça, c'est tous des transferts à la nanoseconde avec des sociétés offshore. Parce que quand vous avez le nom d'une société offshore, ce n'est pas pour autant que vous connaissez le bénéficiaire économique de la société. La société peut s'appeler Sena Blue.
Et vous ne savez pas qui il y a derrière. Et ce qui est important, c'est de connaître le bénéficiaire économique. Et derrière cette société, non seulement vous avez le problème du bénéficiaire économique, mais vous devez connaître les comptes en banque de cette société. Parce que cette société, elle peut être basée aux Bahamas et elle peut avoir des comptes au Panama. Et elle peut avoir plusieurs comptes. Et donc, voilà, quoi. C'est un jeu de pistes. Voilà, il faut s'imaginer ça. Ces sociétés, c'est fait comme ça. Hein, c'est construit comme ça. C'est comme le jeu de loi quand vous décidez. Voilà. C'est un jeu de pistes qui est fait pour vous perdre et qui vous fait passer par des pays non coopératifs et qui fait aussi que votre délai de réponse dans vos réquisitions à l'étranger, vos demandes d'entraide internationale prendront énormément de temps. Voilà, vous anticipez un peu la question que j'avais en tête en vous écoutant. C'est très intéressant ce que vous nous dites, M. Petit, vraiment. Donc ça vous amène forcément à contacter, solliciter l'entraide de pays étrangers, européens ou plus largement. Comment se passe cette coopération? Vous parlez d'États non coopératifs, on sait qu'il en existe, mais des pays plus sérieux en façade, je pense à nos partenaires européens ou la Suisse, qui n'est pas l'Union européenne, mais qui est dans le continent européen, et un peu impliqué dans tous ces montages. Comment se passe la coopération entre vos services et les leurs éventuellement, ou les banques de ces pays-là? Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous avez beaucoup d'obstacles? Est-ce que ça se passe bien? Alors d'abord, c'est une coopération qui est toujours courtoise. Ça, c'est toujours très courtois. Elle se passe. Voilà, elle se passe. C'est-à-dire que vous avez des situations qui sont très différentes. C'est un peu le problème de l'Union européenne, parce que avant d'aller dans des destinations lointaines et exotiques, il faut savoir que les paradis fiscaux, ils sont pas très loin de l'Europe, hein, parfois même au sein de l'Europe, et qu'à partir de là, cette disparité, cette absence d'homogénéité des situations est utilisée par la criminalité. Et je disais tout à l'heure pour la taxe carbone, c'est absolument pareil. C'est-à-dire que c'est une criminalité qui est une criminalité opportuniste et prédatrice. Voilà, le maître mot, c'est récupérer de l'argent. Et c'est être opportuniste. C'est-à-dire s'il y a une faille, si un pays est plus faible, si dans la chaîne il y a un maillon qui est faible, c'est celui-là qui sera attaqué. Attaqué en ce sens que c'est là qu'on interviendra pour mettre en défaut l'enquête fiscale, l'enquête financière, l'enquête criminelle. Alors, dans ce que vous dites, il y a des petits signes qui montrent bien que c'est intéressant. Nous, par exemple, on va recevoir une réquisition, on va recevoir une commission. Alors, dès qu'on est à l'international, on n'adresse plus de réquisition à la banque. On fait une commission rogatoire internationale, on joue sur l'entraide judiciaire. Bien. Donc là, nous, si nous recevons une requête, nous allons exécuter la demande, mais sans pour autant aviser la personne de la requête dont elle fait l'objet, et sans que la personne ait vraiment un droit de recours pour s'opposer à la transmission des informations à l'étranger, si la demande dans sa forme est légale et si sur le fond elle est légitime. Dans certains pays, ce n'est pas cette situation qui domine. Dans certains pays, si vous faites une requête pour savoir le compte en banque, si monsieur a un compte en banque et combien il y a dessus, la personne est avisée. Elle est avisée parce que la loi prévoit qu'elle doit être avisée, ce qui lui permet évidemment tout de suite de savoir qu'elle fait l'objet d'une enquête et de développer des contre-mesures pour échapper à l'enquête. Vous avez aussi dans certains pays des possibilités de recours. Vous auriez quelques exemples de ce que vous venez de décrire, Monsieur Petit? Oui, en Suisse par exemple, les gens vont être avisés de l'enquête dont ils font l'objet. Les gens peuvent ont un droit d'opposition à la transmission des pièces. Le temps que la justice se prononce, ils vont perdre. Mais ça va durer des mois, parfois plus de quelques mois. Tout ça, quand même, permet à des gens qui ont l'habitude de transférer des fonds à la nanoseconde en jouant avec des destinations très lointaines, de se prémunir et de s'organiser contre l'enquête. Voilà. Donc ça, c'est au sein de l'Europe, mais on a aussi des difficultés au Luxembourg, etc. Sur certains dossiers que vous avez eu, sur lesquels vous avez eu enquêté, relatifs à des opérations financières illicites ou éventuellement de fraude fiscale, est-ce qu'il vous est arrivé de ressentir un sentiment de frustration parfois, vu le sort réservé à certains de ces dossiers éventuellement qui, en fin de compte, n'ont pas été traités jusqu'à leur extrémité? Alors, je crois que c'est un des enjeux pour l'État. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de maillons faibles. Ça ne vous sert à rien de monter un service d'investigation avec 500 enquêteurs et des moyens héliportés
ce qui n'est pas utile, si vous avez un goulot d'étranglement ou s'il n'y a pas de suite. Voilà. Donc là, il y a deux choses qui vont compter et qui peuvent amener un sentiment de frustration. Premièrement, c'est au moment de l'audiencement et lorsqu'il va y avoir les réquisitions pour les quantums de peine. Bon. Là, c'est important qu'il y ait un suivi judiciaire avec des condamnations. Voilà. Il semblerait un peu incohérent, voire frustrant, qu'il y ait autant d'énergie dépensée pour lutter contre la fraude fiscale et autres, avec des préjudices financiers quand même extrêmement importants, parce que là, on ne parle pas de 100 000 euros, on parle parfois de centaines de millions d'euros, et qu'il n'y ait pas des condamnations si les gens, naturellement, sont reconnus coupables, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une poursuite pénale fondée et qui arrive à performer. Bon. Parce que là aussi, c'est toute une chaîne. C'est un peu frustrant, effectivement, de travailler sur des infractions économiques et financières si vous n'avez pas de poursuite pénale, si les gens ne sont pas convoqués, ou s'ils sont juste convoqués, si la mesure de garde à vue n'est pas utile, et si le quantum de peine prononcé à l'audience est insignifiant. Bon, c'est sûr qu'il y a un côté frustration chez l'enquêteur, et il y a aussi chez les gens qui organisent la lutte contre le crime et les fraudeurs en général. Mais pour moi, je ne fais pas trop de distinction entre les fraudeurs et les délinquants et criminels. C'est sûr qu'il vaut peut-être mieux mettre nos troupes ailleurs s'il n'y a pas de rendement là, quoi. Bon. Donc, si vous voulez, ça compte. Le prononcé en juridiction est très important. Et comme je vous l'ai dit, on va arriver au mois de septembre sur les gens de la liste HSBC, dont certains vont avoir du mal, je pense, à expliquer leur situation. Et je pense que là, on sera très attentif au rendu judiciaire qui va être. Voilà. Alors, est-ce que c'est frustrant en général? Non, c'est pas frustrant. La police judiciaire a cette chance qu'elle a des gens extrêmement passionnés qui aiment beaucoup leur métier. Donc, oui, on passe plein de choses parce que c'est la passion qui anime les gens. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même la difficulté de l'absence d'homogénéité des règles, des réactions, notamment au sein de l'Union européenne. Vous avez un exemple très simple. En France, nous avons le FICOBA. C'est le fichier des comptes bancaires. C'est un outil formidable. Un étranger, une autorité étrangère nous demande un renseignement sur Bernard Petit. Et bien, par le biais du FICOBA, on peut dire combien j'ai de comptes bancaires, dans quelle société, quel numéro de compte et répondre. Bon, il y a plein de pays qui n'ont pas le FICOBA. C'est-à-dire que quand bien même ils veulent coopérer, ils vont vous demander à quel nom, dans quelle ville et dans quelle banque. Et ça, c'est nos voisins. C'est nos voisins. Je pense qu'en Espagne, il faut dire si c'est Barcelone, Madrid ou Malaga, et il faut dire la banque, parce qu'il n'y a pas de FICOBA. Et donc, tant que les États n'ont pas ces outils, il est vain de lutter contre des gens, pas vain, il faut toujours le faire, mais si vous voulez, vous voyez la disproportion qu'il y a par rapport à quelqu'un qui est installé avec un gestionnaire de fortune, de patrimoine, qui est posé quelque part avec des moyens financiers considérables, des alliances avec la place londonienne, des alliances avec le Guatemala, le Panama, Tortuga, qui peut renvoyer de l'argent à Chypre, en envoyer en Chine, à Hong Kong. Là, vous vous sentez effectivement, vous dites, c'est un combat un peu inégal, quoi. Donc ces outils-là, on en a besoin. Et je pense que l'Europe en a besoin si on veut performer pour lutter contre les fraudeurs. Nous avions, dans la commission précédente, formulé l'une de propositions qui avait relative à cela, l'idée d'un FICOBA européen. J'imagine que techniquement, rien ne s'oppose à ce projet. Voilà, effectivement, ça faisait partie de nos propositions. Et je suis assez content que vous l'évoquiez, puisque c'est l'un des outils de la transparence, de la coordination. Voilà. Deux dernières questions, Monsieur le Président, si vous le permettez. La première, que pensez-vous de l'efficacité du respect du principe de connaissance de son client par les banques ou d'autres opérateurs financiers? Ça, c'est ma première question. Et plus lié à l'actualité, le projet de gouvernement de créer un parquet financier relatif à ces questions, que pensez-vous? Et comment le concevez-vous pour qu'il soit le plus efficace possible? Alors, la connaissance du client par le chargé de clientèle et donc par la banque, c'est une règle très importante. Très importante parce qu'il est difficile de frauder avec une somme colossale auprès du banquier ou du service clientèle qui vous connaît, qui vous suit, qui sait où vous en êtes au niveau de l'entreprise que vous dirigez
ou qui sait que vous avez ou vous n'avez pas d'activité. Donc c'est une règle très importante. Et c'est le premier pas, c'est une pierre angulaire de la prévention. Bien. Ceci étant dit, il faut aussi voir, et je le dis encore, vu de façon très objective, c'est pas je crois que c'est des choses qu'on a rencontrées. Il existe en dehors des grandes banques classiques, posées. Alors, les grandes banques peuvent aussi commettre des erreurs. Le chargé de clientèle peut être moins vigilant qu'il ne devrait l'être, commettre quelques imprudences, etc. Tout à fait. Hein. Mais quand même, on voit beaucoup des gens adossés à des banques qui gèrent des patrimoines, des fortunes et qui contribuent à masquer les activités de la personne et qui contribuent par leur manière de faire à la fraude. Hein, c'est-à-dire que on peut s'interroger sur la situation et l'activité réelle de ces personnes. Alors, sur l'autre question, c'était... Oui, la création du parquet financier parmi les mesures proposées. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait quand même une chaîne. Il faut quand même que si nous spécialisons, et nous avons spécialisé des enquêteurs et des inspecteurs des impôts qui sont officiers fiscaux judiciaires, c'est-à-dire qu'on fait une formation à l'école de police, qui ont appris le code de procédure pénale, nous les nôtres ont appris le code des impôts. Donc voilà. Il faut qu'il y ait une chaîne, un aboutissement, il faut que ce soit un projet un peu abouti. Alors je sais que ça pose beaucoup de problèmes, et des problèmes légitimes, hein, d'organisation, de ressources, de droits, mais il faut mettre en place une chaîne qui traite ce type d'infraction réellement. Parce que si on retombe dans un traitement banal, basique, pour des fraudes complexes, où les gens ont déployé des trésors d'énergie et ont brassé des millions et des millions d'euros, il est sûr que les gens joueront de cette faiblesse dans le dispositif de l'État. Et si vous jugez 5 ans plus tard des choses où les gens ont fait recours sur recours et où ont pu retransformer les pièces et les preuves, vous ne serez pas à l'aise. Donc il faut vraiment que l'État envisage un dispositif assez, j'allais dire, un continuum dans l'action qui soit cohérent et qui corresponde aux enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui en matière de fraude, hein, qui sont colossaux. Hein. Enfin, dernier point, est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes encore dans votre activité confronté à la problématique du démarchage illicite en France, sur notre territoire, de banques étrangères? Bon, on a tous un exemple en tête, peut-être y en a-t-il d'autres. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique-là? Nous avons été confrontés à cette problématique. À l'instant précis où je vous parle, non, mais je n'écarte pas l'hypothèse qu'on rencontre ce cas dans une semaine, 10 jours, un mois. Il est des services clientèle très agressifs qui repèrent immédiatement les gens à la recherche de solutions particulières et qui ont des solutions toutes faites. Il y a aussi des gens sur la place de Paris qui ont des ennuis judiciaires actuellement, qui sont des spécialistes de ces montages et qui offraient à leurs clients un package complet avec la banque à l'étranger, le compte ouvert, la carte bleue qui va avec. Et le client qui cherche quelque chose sait qu'en s'adressant à cette succursale et à ce monsieur, ils vont obtenir le package, la banque en dehors du territoire français, la carte bleue qui va avec. Et là, une fois qu'on est lancé dans ça, voilà. Donc là aussi, je crois qu'un des efforts que l'on essaie de faire, nous, à la Direction centrale de la police judiciaire sur ces questions, c'est aussi d'intervenir sur ces nœuds, sur ces points d'étouffement des réseaux blanchiment, placement, fraude, parce que là, d'un coup, vous démantelez la tuyauterie. Pas seulement vous punissez le client qui a mis ses pièces dedans, mais vous punissez ceux qui ont monté la trésorerie, la tuyauterie. Et c'est très important. Il faut démonter ces tuyauteries si vous voulez qu'on ait un impact volumétrique sur la fraude. Est-ce qu'il y aurait des grandes banques françaises qui auraient manqué à leurs obligations de signalement à Tracfin? Il faut le demander à Tracfin. Je ne sais, franchement, je ne suis pas... D'après l'expérience que vous avez pu avoir. Je ne suis pas le... Je pense que là, les échanges, on a des échanges réguliers avec Tracfin, avec qui on s'entend très bien. Hein. Tracfin est une institution qu'on voit régulièrement, hein, plusieurs fois par semaine, et où nous avons même un officier de liaison à Tracfin, pour voir en amont si ça recoupe des enquêtes que nous avons en cours. Hein. Donc là, le tuilage, le continuum de l'action de l'État, il est présent.
Non, je n'ai pas de cas précis en tête d'actualité. Voilà. Est-ce que vous m'autorisez juste, parce que je n'aurais pas répondu à la sénatrice qui a posé la question sur ce qu'on pense des services et des bureaux de vérification et de contrôle, juste en un mot. Ces services existent, la plupart fonctionnent, et bien. Quelquefois, le problème, c'est je répète un peu, pardonnez-moi, c'est le continuum des services de l'État qui manque. Nous n'avons pas assez de déclarations article 40. C'est-à-dire que quand l'administration fiscale fait une enquête ou lève quelque chose, si elle voit qu'elle n'a pas matière à une exploitation fiscale, il devrait y avoir une communication des informations au service de police judiciaire pour voir si nous, on sait en faire quelque chose. Mais ça ne devrait pas passer comme ça. Ça, c'est le continuum des services de l'État. Il faut absolument que l'État réagisse en faisant des alliances entre les services. On ne peut pas vivre comme une mosaïque de services sans synapses qui communiquent entre eux. Ça, c'est aberrant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête en permanence. Et puis, à la deuxième question de la sénatrice, qui était de savoir si la commission pour les infractions fiscales était une étape nécessaire, atypique, exceptionnelle, c'est une disposition qui existe. Je voudrais juste redire ce que j'ai déjà dit dans d'autres enceintes. Les unités que nous gérons n'ont pas vocation à gérer la fraude fiscale dans son ensemble. Si nous gérions l'ensemble de la fraude fiscale, l'État serait perdant. Ça ne marcherait peut-être pas mieux que ça l'est actuellement avec l'administration du fisc à Bercy, selon l'expression consacrée. Il faut savoir réserver ce type d'enquête pour des cas de fraude complexes, emblématiques, à propos desquels l'administration fiscale se sent impuissante ou à la limite de ses pouvoirs. Donc il faut absolument que le tout venant financier, mais c'est pareil pour les unités qui font les infractions économiques et financières, ce qui les tue aujourd'hui, c'est le tout venant financier. Parce que quand vous faites le tout venant financier, ça peut être démotivant, ça peut être frustrant, mais surtout vous n'avez plus l'énergie après pour les grandes affaires. Or les grandes affaires en volumétrie d'argent fraudé, triché, c'est quand même autre chose que le tout venant. Et c'est normal qu'on s'attaque à des réseaux emblématiques avant de s'attaquer à des gens qui sont individuels, quoi. Colin voulait poser une dernière question. Oui, merci Monsieur le Président. Cette audition est décidément passionnante et permettez que j'abuse un petit peu de votre temps. Trois petites questions. Sur HSBC, manifestement cette liste a été dérobée ou volée. Est-ce que ça ne peut pas poser à terme un problème dans la procédure, une faiblesse dans la procédure? C'est une question. Deuxième question, avez-vous des tentatives d'infiltration de vos services? Est-ce que vous avez ou des agents de chez vous ont pu être approchés ou contactés? Est-ce que ça existe? Et enfin, je voudrais évoquer le domaine du football. Est-ce que vous avez le football avec les transferts de joueurs étrangers venus de tout horizon, des enjeux d'argent énormes et où la fin justifie un peu le moyen pour arracher une décision d'un joueur ou d'un entraîneur? Est-ce que parfois on est amené dans ce monde-là, et puis on voit bien certains clubs sont rachetés maintenant comme une entreprise par des capitaux qui viennent souvent d'ailleurs, et parfois des capitaux un peu douteux, peut-être des fortunes douteuses. Est-ce que vous avez dans le collimateur quelques cibles et quelques exemples? Merci. Alors, sur la liste dite Falciani, cette liste, je crois que la Cour de cassation s'est prononcée récemment. Donc, nous allons aller en juridiction très prochainement sur certains cas, sur certains dossiers issus de cette liste, instruits par la BNRDF, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Pour l'instant, nous ne sommes pas plus inquiets que ça sur le fondement. La liste a été effectivement acquise par ce monsieur dans des conditions qui appellent un certain nombre de remarques, mais ni les magistrats, ni les policiers, ni les inspecteurs des impôts qui ont travaillé sur ça ne sont à l'origine de la captation de cette liste. Et en tous les cas, pour l'instant, la Cour de cassation laisse dérouler et on ira en juridiction et on verra à cet instant. Ça vaudra épreuve de test, il va falloir quand même passer l'épreuve du feu à un moment.
pour voir si cette liste tient la route, et puis aussi quelle va être l'attitude de la juridiction, c'est-à-dire des juges du siège cette fois, pas du procureur, pas du juge d'instruction. Et donc, voilà, c'est quelque chose où on va être tous fixés dans très peu de temps. Ça, c'est pour Falciani et la liste. L'infiltration des services, j'espère que non. En tous les cas, si c'est le cas, je ne le sais pas, c'est terrible. J'espère que vous ne me convoquerez pas à une prochaine commission pour m'interroger sur pourquoi je ne l'ai pas vu. Non, en principe, je ne pense pas. On est très vigilants et la DNIF, comme l'OCRGDF, sont des unités relativement sûres, je dis relativement mais où les gens sont très professionnels, très attentifs à ces questions. Et comme on enquête nous-mêmes beaucoup sur des faits de corruption, très souvent, on est assez au fait de comment ça marche et qui fait quoi. Donc pour l'instant, je n'ai pas à ma connaissance de tentative et j'espère que ça va durer comme ça. Et sur le troisième point, le monde du football, les transferts, les achats, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Un certain nombre d'enquêtes sont en cours. Les sommes sont très importantes. Et encore une fois, je le dis, j'en profite devant cette commission, et il faut bien voir ce monde financier comme c'est pas juste de la fraude fiscale, c'est pas juste une fraude financière. Dans ce pays, on ne sait pas ce qu'est le crime organisé. Il y a un gros malentendu chez nous tous ici. On ne sait pas ce qu'est le crime organisé. C'est toujours, on a une vision, j'allais dire, d'un monde où il n'y a pas de crime organisé. On oscille toujours entre la lutte contre le terrorisme, qui est violent, qui attaque l'État frontalement, qui pose une question de souveraineté nationale, de sanctuarisation de notre territoire, qui est très important. Et puis après, on passe directement à une délinquance, j'allais dire, moyenne et de voie publique, qui nous affecte, qui affecte nos familles, qui nous affecte à nous, avec les cambriolages, les vols de téléphone, les dégradations de voitures. Et c'est très important parce que ça contribue au sentiment d'insécurité et ça a un impact au moment de la votation populaire. Donc on est tous d'accord pour dire que ces deux items sont extrêmement importants. Mais entre les deux, il y a un gap, comme disent les Anglais, énorme. C'est la criminalité organisée. Et cette criminalité organisée, aujourd'hui, il y a un phénomène que tous les criminologues plus éminents que moi vous décriront, mais que moi je vis au quotidien, au travail, c'est la convergence entre la délinquance en col blanc d'avant, qui n'existe plus, et la criminalité tout court qui fait le racket, l'extorsion de fonds, le trafic des stupes, les attaques à main armée, la prostitution. C'est tous des gens qui convergent et qui se retrouvent ensemble. Pourquoi ? Parce que l'argent dégagé a mis en contact les grands criminels avec les blanchisseurs, et les grands blanchisseurs, ils ont besoin d'argent pour le décaissement liquide. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand vous êtes à la tête d'un réseau de blanchiment, si vous avez un client grand trafiquant de stupes, mais votre réseau blanchiment, il prend un coup d'accélérateur fantastique. Pourquoi ? Parce que vous avez de la liquidité jour. Un réseau blanchiment, il y en a qui opèrent sur notre territoire, ça peut aller jusqu'à 2 millions d'euros semaine. Ça veut dire qu'à tout instant, votre client du réseau blanchiment, il dit « Est-ce que je pourrais avoir 200 000 euros ?» Comme je vous l'ai dit, mais sans passer, sans rien. Mais bien sûr, il n'y a aucun souci, puisqu'on génère de l'argent tous les jours. Donc là, à ce moment-là, ce réseau blanchiment, avec cette capacité de décaissement qui est due à l'intervention de la criminalité, il devient le réseau qui est vraiment très très bien, très pratique, tout service. C'est presque un service bancaire. Donc si vous voulez, cette criminalité, elle le sait, ça. Et après, vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes. Il faut, alors j'extrapole un tout petit peu, mais sachez aussi que les gens qui sont dans ces réseaux pour blanchir de l'argent, même de l'argent qui, avec une vision un peu ancienne, c'est de l'argent un peu moins grave parce que c'est la fraude, c'est des fausses facturations, c'est de la fraude fiscale, c'est des infractions, des abus de biens sociaux. Mais le réseau, il sait qui blanchit, lui. Il sait qui blanchit. Et dans ce réseau, vous avez aussi des bandits qui font de l'extorsion de fonds et qui cherchent aussi à placer leur argent mal acquis dans des affaires plus juteuses. Et vous avez toujours la possibilité que les gens qui blanchissent mettent en contact un client d'un certain type avec un client d'un autre type. Et ça, tous ces phénomènes de convergence, on les voit de plus en plus. Et cette criminalité organisée, elle est hyper renseignée sur les lois, sur les publications au journal officiel. Il y a une vision de la criminalité qui est très ancienne, qui voit les films d'antan avec des types assez simples. C'est plus du tout comme ça. La criminalité organisée, elle utilise...
Et c'est plus les tontons flingueurs. Et la criminalité organisée, elle utilise les moyens de communication les plus sophistiqués, l'Internet, y compris le Darknet, qui est un net caché que personne, auquel nous, le commode et mortel, on n'a pas accès. Ils ont des moyens d'argent, de dispersion d'argent, des moyens d'équipement. Ils font échec à nos moyens techniques. Ils savent comment faire échec à des moyens techniques très sophistiqués de surveillance et d'observation. Et voilà, c'est ça la criminalité organisée. Et cette criminalité, elle veut juste faire sa prédation d'argent et prendre sa dîme au passage. Merci beaucoup de toutes ces précisions. L'audition est terminée et c'est personnel, mais je pense que pour certains, elle est partagée. J'entends mon rapporteur. Je vous ai auditionné plusieurs fois, c'est toujours très très intéressant. Vos auditions sont toujours très très intéressantes parce que très très techniques et très intéressantes. Je vous remercie. Merci à vous.